Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo sur Personne ne m'aime d'Elsa Triolet. Alors, cette vidéo elle fait partie de mon bilan du littératon féminin et si je fais des vidéos un petit peu à part pour les livres d'Elsa Triolet, c'est parce que j'aimerais vraiment tous les lire et donc j'ai fait une petite playlist Elsa Triolet. Donc c'est pour ça, voilà. Je pense que la prochaine vidéo bilan vous aurez deux livres, enfin les deux livres qui me restent je pense. Et voilà. Donc on va commencer avec Elsa Triolet. Alors avant de parler du livre, vous verrez que je vous ai mis en description une interview d'Elsa Triolet et de Louis Aragon et je la trouve assez intéressante puisque Louis Aragon, qui était donc le compagnon d'Elsa Triolet, en parle vraiment comme une autrice à part entière, que lui en fait c'est pas l'auteur mais que dans le couple en gros c'est elle la romancière et j'aime beaucoup en fait ce qu'il a dit et comme moi en fait j'écris et j'ai un forum d'écriture en gros et dessus il y a toutes sortes d'écrivains, enfin d'écrivains en herbe quoi et ce qu'il dit en gros c'est que Elsa Triolet ce qu'elle écrit ça lui vient un petit peu naturellement et alors que lui, en fait, il est plus dans la technique, dans la recherche du style, etc., plus à réfléchir. Et c'est vrai que quand on parle de ça avec des joueurs de mon forum, eh bien, en fait, on a aussi cette sorte de... Ouais, ces différents points de vue entre des personnes qui sont un petit peu plus dans la construction, dans l'analyse, etc., et des gens pour qui ça vient naturellement et qui apprécient... je regarde mon chat parce qu'il fait n'importe quoi. Qui apprécie donc en fait juste de se poser, d'écrire et hop ça va ça part comme ça. Et moi je suis un petit peu comme ça aussi quand j'écris, en fait je réfléchis pas 1000 ans au tournure de phrases à oui là il faut que je fasse une introduction là, en fait non j'y vais quoi. Et donc bref, vous verrez si ça vous intéresse cette interview là, je la trouvais assez intéressante et puis on a une petite partie d'interview d'Elsa Triolet et une autre voilà c'est plus Louis Aragon qui parle. D'ailleurs je pense que Louis Aragon parle pour les trois quarts de la vidéo quoi, mais bref c'est assez intéressant. Donc voilà. Alors, Personne ne m'aime d'Elsa Triolet. En fait, je ne savais pas avant et je vous en reparlerai à la fin. Mais en fait, c'est deux livres et en fait, Les Fantômes Armés suit Personne ne m'aime. C'est vraiment une histoire en deux volumes. Donc, dans Personne ne m'aime, on va suivre Jenny Borges qui est donc une vedette de cinéma et son amie un peu plus âgée, Anne-Marie, en sachant que ce livre est divisé en deux parties différentes. Alors c'est toujours à la première personne du singulier, on est toujours du point de vue d'Anne-Marie, mais dans la première partie c'est plutôt Jenny Borges qui est mis en avant. Donc c'est vraiment elle qu'on va un petit peu décrire, même si bien sûr on a Anne-Marie en arrière-plan qui observe la vie de Jenny. Et voilà, et dans la deuxième partie, d'ailleurs je vais spoiler dans cette vidéo, donc peut-être que si vous avez envie de lire absolument le livre et que vous voulez pas être spoilé, c'est pas forcément la meilleure vidéo pour vous. Donc je vais expliquer un petit peu de façon générale et après je vais passer vraiment aux détails. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Et donc dans la deuxième partie, on va vraiment avoir comme héroïne Anne-Marie. Il y aura plus de Jenny, il y aura vraiment qu'Anne-Marie avec au loin voilà, des petites ombres de Jenny, mais... En tout cas, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour moi, même si Jenny est vraiment mise en avant dans la première partie, pour moi, l'héroïne de l'histoire, ça reste quand même Anne-Marie. Parce que c'est son point de vue à elle, voilà, c'est ses ressentis à elle aussi, c'est comment elle vit la situation par rapport à Jenny. Donc, pour moi, c'est vraiment Anne-Marie, l'héroïne du début à la fin, même si elle est plus effacée dans la première partie. Donc voilà, alors j'ai pris des notes parce que j'aimerais faire un petit peu comme ce que j'ai fait avec le Cheval Blanc et ce que j'avais déjà fait avant avec d'autres livres, c'est-à-dire vous lire des citations pour appuyer un petit peu mon propos. Donc dans la première partie, on commence avec Jenny qui est enfant. Il faut savoir que Anne-Marie est plus vieille que Jenny et donc directement en fait le livre commence avec Anne-Marie qui décrit Jenny Borges comme sa meilleure amie. Et plus loin, on comprend aussi que leur lien est beaucoup plus puissant que ça, parce qu'Anne-Marie considère presque Jenny comme sa fille. Donc c'est un lien d'amitié un petit peu... voilà. Jenny, c'est à la fois sa meilleure amie et quelqu'un qu'elle considère comme sa fille. Voilà, les rapports sont comme ça. Donc il faut savoir que Jenny Borges, elle a un frère qui s'appelle Jean-Jean et ce frère-là va avoir quand même une incidence dans le récit.
Et ça m'a fait assez rire les passages sur Jean-Jean, puisque en fait on compare très vite Jean-Jean et Jenny. Et donc on nous dit mais le maître de la maison était incontestablement Jean-Jean. Son père lui-même le regardait avec une espèce de crainte sacrée, comme s'il ne pouvait comprendre comment il avait fait pour produire cette merveille. Jenny avait à peine forme humaine, et déjà on commençait à dire combien c'était dommage que toute la beauté fût allée au garçon. Lui, après tout, n'en aurait pas tellement besoin dans la vie. Que voulez-vous qu'un garçon fasse de ses yeux immenses, de ses cils comme des feuilles de palmier, de ce nez droit, de ses boucles, etc. Donc c'est assez intéressant ce passage-là, justement pour le traitement un petit peu homme-femme de ce qu'on attend des femmes et de ce qu'on attend des garçons, en sachant que là on dit voilà, le garçon, waouh, il est super beau, mais c'est dommage que ça lui serve à rien en fait, parce qu'en fait ce sera pas du tout ça qu'on attendra de lui dans la vie concrètement. Donc c'est un passage que j'ai bien aimé. Alors il a pas énormément d'importance, mais vous allez voir, des fois je vais vous donner des passages que j'ai bien aimés comme ça, parce que j'aime bien. Donc moi dans ce roman, alors même si j'ai beaucoup aimé lire la deuxième partie sur Anne-Marie, mais le personnage que j'aime beaucoup, c'est Jenny. C'est un petit peu comme dans Le Cheval Blanc, j'ai un amour tout particulier pour Michel, et en fait j'ai l'impression que ce sont des personnages d'Elsa Triolet qui sont d'éternels insatisfaits. C'est-à-dire que en gros, ils aiment ceux qui ne les aiment pas et ils n'aiment pas ceux qui les aiment, ce qui fait qu'en fait ils sont toujours à la recherche d'une sorte d'amour, de beauté, de fusion, etc. Mais ils sont jamais satisfaits parce qu'il n'y a jamais rien de beau pour, d'assez beau pour les satisfaire, et quand ils ont le malheur d'aimer, bien ça va jamais en fait, c'est jamais ce qu'il leur faut. Donc, alors on a pour appuyer ça la page 24. Tic tic tic. Alors moi j'ai l'édition Le Temps des Cerises, comme ça je trouve elle est vachement chouette. Alors, page 24-25, donc oui, page 25. Donc là on a Jenny qui dit « Personne ne m'aime, pleurait Jenny, personne ne m'aime ». Le grave était que Jenny avait raison de pleurer et qu'invariablement les garçons vers lesquels elle était attirée s'occupaient de ses amis. Les efforts de Jenny manquaient leur but et au lieu de toucher celui qu'ils visaient, s'en allaient blesser plus profondément ses amoureux transis dont elle n'avait que faire. Et je pensais qu'un jour cela pourrait être grave, surtout quand je voyais ce qu'étaient les hommes qu'elle honorait de son attention. Des hommes à femmes, des mauvais garçons, suffisamment vulgaires, à la séduction banale, même pas toujours bien de leur personne, mais avec quelque chose d'inexprimable qui est encore un certain genre de séduction. Donc en fait voilà, Jenny, elle aime les hommes qui sont mauvais pour elle en fait, simplement. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça fait un petit peu partie de ma thèse, comme quoi Jenny a vraiment des comportements d'autodestruction. Un petit peu comme Michel parfois, enfin voilà, je compare vraiment ces deux personnages, je trouve qu'ils sont assez similaires. Donc ça c'était quand Jenny était ado, et en grandissant elle va devenir voilà une vedette mondialement connue, et ça va pas s'arranger en fait, elle va pas se calmer avec les hommes, enfin voilà, elle va toujours tomber, aimer des mauvais garçons et ne pas prêter attention aux hommes intéressants qui pourraient s'éprendre d'elle. Donc en fait j'ai la page 43. Donc, en gros, c'est assez intéressant. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce passage pour ça. Donc, nos sœurs coureurs, il était ébloui par son succès auprès de Jenny, flatté au-delà de toute expression, mais aussi effrayé et inquiet, devant très bien se rendre compte que ce n'était pas une femme à sa mesure. Et donc, on a Jenny qui dit « Si tu savais ce que je lui pèse, disait Jenny. » Et elle s'arrêtait pour compter ses mailles. Un homme comme Lucien préfère une grosse fille blonde dans le genre de cette Marion. En fait, Jenny, c'est une femme qui est tellement extraordinaire, tellement dans le faste, que... En gros, il y a des hommes qui se sentent totalement dépassés par elle, parce que en fait, c'est quelque chose cette femme, quoi. C'est vraiment, voilà, ce n'était pas une femme à sa mesure. J'aime beaucoup comment c'est formulé. Donc voilà. Alors ça, c'est le rapport avec les hommes de Jenny, mais ce qu'il y a d'assez assez prégnant aussi dans le récit, c'est que il y a plusieurs choses que va faire Jenny qui vont conduire les gens à l'insulter, etc. Alors déjà, il y a la célébrité, ça c'est sûr, parce que... en gros, voilà, hein, c'est un petit peu comme ce que vous pouvez imaginer. Plus vous êtes célèbre et plus vous allez avoir des fans, et plus vous allez aussi avoir des détracteurs. Donc Jenny, par ce côté-là, cette célébrité, ça lui amène pas que des amis. Il y a aussi ses positions politiques, puisque Jenny, on est dans une période d'entre-deux-guerres, et Jenny se place clairement du côté antifasciste, ce qui n'est pas du bon goût de tout le monde. Et ensuite, Jenny a un rôle dans Jeanne d'Arc. Donc vous voyez, enfin...
il n'y a pas besoin d'être en 1939 pour comprendre que Jeanne d'Arc c'est quand même une figure en France, que à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, ça y est, tout le monde y va de Jeanne d'Arc, nanana, ou alors du général de Gaulle, enfin bon bref, voilà, Jeanne d'Arc, la France, nanana, nanana. Donc en fait, le fait qu'elle, qui ait des positions antifascistes, puisse jouer Jeanne d'Arc, en fait ça plaît pas à tout le monde. Donc voilà, alors que bon, Jeanne d'Arc n'a rien à voir avec le fascisme de base, mais voilà, j'imagine que ça doit être une sorte de figure patriotique et que dans l'entre-deux-guerres, on se disait oui, mais si vous voulez, enfin, je sais pas exactement si on se disait oui pour être patriote, il faut donner les juifs et du coup une femme antifasciste, etc. Qui joue Jeanne d'Arc, c'est une honte. Enfin, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris, mais voilà, enfin, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Et le fait qu'elle joue Jeanne d'Arc avec ses positions politiques et puis cette façon extravagante de mener sa vie, ça a clairement pas plu du tout à tout le monde. Et donc j'ai des passages où on l'insulte. Et c'est vraiment intéressant. Et en plus, on peut vraiment faire le parallèle avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon là on l'insulte dans les journaux, on l'insulte par courrier, etc. Mais il y a aussi des gens sur les réseaux sociaux qui se font harceler, silencier par rapport à leurs propos en fait, qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc là on nous dit « Mais les coupures, l'ignominie des lettres anonymes sont là, noir sur blanc. Je commence à m'y connaître, tant elle m'en a montré Marie. » Donc Marie, c'est une assistante. J'imagine physiquement la composition d'une lettre anonyme. Quelqu'un, porteur de haine, ouvre cette soupape pour ne pas étouffer. Il s'assied au café, chez lui, il prend de quoi écrire. « Madame, je vous félicite de votre dernier effort dans l'art cinématographique. » Oui, cela commence d'habitude par un éloge. C'est ça la technique. Deux ou trois phrases, puis... Des ordures dans ton genre, des putains internationales, n'ont rien à voir avec notre France. Quand est-ce qu'on sera débarrassé des sales gars sans talent et sans aveu ? C'est toujours la rage impuissante, la folie furieuse à faible dose qui doit parfois prendre les proportions de la folie qu'on enferme, à laquelle on met la camisole de force. Pourtant, la caractéristique de ces auteurs est la prudence avec laquelle ils déguisent leur écriture et omettent de signer, la démence prudente et rusée. Mais je crois que ceci n'est nullement en contradiction avec certains aspects de la folie. Donc voilà, en fait, c'est ça aussi. Je pense quand elle parle de soupapes, de gens qui, en gros, ont une rage impuissante, une folie furieuse, etc. En fait, je vois très bien les gens qui écrivent des commentaires haineux devant leur ordinateur, être comme ça, dans une sorte de rage impuissante, voilà. Une folie furieuse à faible dose, une sorte de climat un petit peu de mal-être et un petit peu malaisant et malsain. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine ces gens et je pense que ça décrit très bien tout ça. Et on nous dit ne vous inquiétez donc pas, dit-il, c'est ça la gloire. On n'est pas glorieux impunément, et ne montrez jamais à Jenny ses saletés. Elle fait comme si cela lui était indifférent, mais ça ne lui est pas indifférent du tout. Alors ça c'est clair, bon, on a beau être fort, etc., se dire oui bon, on s'en fout, c'est des débiles, mais je pense qu'à un moment il y a quand même le psychisme qui en prend un certain coup et qu'il faut vraiment être fort pour être vraiment intouchable par rapport aux insultes et aux critiques qu'on peut recevoir dans ce genre de cas, surtout quand c'est tous les jours, quand ça n'arrête pas quoi. Enfin, que vous receviez une critique de temps en temps, une insulte, une injure, quelque chose, voilà, ça peut passer, même si ça fait jamais plaisir, mais si c'est tout le temps, il y a de quoi devenir fou, enfin je pense vraiment. Donc voilà, et on a aussi la page 169 où en fait Anne-Marie elle dit « Je ne savais plus ce que les gens pensaient. Il y avait une distance entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils disaient, une distance désobligeante. » Parce qu'en fait, à ce moment-là du récit, il y a le professeur, et c'est vraiment quelqu'un que Jenny Borges admirait vraiment, qui... se fait interviewer dans un journal et qui la critique ouvertement quoi. Et c'est ça, en fait on sait plus ce que les gens pensent, est-ce que ce qu'ils pensent est ce qu'ils disent, et est-ce qu'ils changent de discours, enfin c'est toute la question de l'hypocrisie. Voilà, Jenny Borges elle est connue, elle est riche, elle ouvre sa maison à tout le monde, enfin il y a toujours plein de gens chez elle, donc en fait voilà, il y a forcément des profiteurs, forcément des hypocrites, il y a aussi des gens qui par opportunisme vont dire à tel journaliste oui de toute façon Jenny Borges gna gna, et il y a tout ça, mais ça c'est des éléments je pense qui sont assez intéressants et qu'on retrouve dans la vie de tous les jours en fait, très concrètement. Donc voilà. Alors après, Jenny, bon, on l'a décrit comme quelqu'un d'assez généreux, mais en vrai, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce personnage, c'est parce qu'elle n'est pas toute blanche. Elle a aussi des grosses parts sombres, des parts de méchanceté, elle est très autoritaire avec Anne-Marie. Donc par exemple, page 73, elle fait du chaud-froid. Donc
À un moment, donc, Anne-Marie se retrouve avec Jenny. Et Jenny lui dit, tu sais, dit Jenny, en m'embrassant à la porte de sa chambre, le collier est vrai, toi aussi tu es vraie et belle, ils l'ont enfin vu. Donc là, elle est vraiment gentille, elle lui fait un compliment, etc. Sauf que, je crois que c'est le lendemain ou un petit peu plus tard, donc il y a un homme qui s'intéressait avant à Jenny qui commence à s'intéresser à Anne-Marie. Et donc, Madame Bélanger, me dit-il, donc Madame Bélanger c'est Anne-Marie, pourquoi ne portez-vous pas toujours du bleu? Et Jenny, elle dit, n'est-ce pas? Et elle me jeta un coup d'œil attentif. Paris est un phare merveilleux pour une femme. Et donc Anne-Marie, dans la narration, elle dit, il y avait une légère nuance de condescendance dans sa voix, comme si elle voulait dire, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas maintenant considérer Anne-Marie comme une femme. Donc voilà, et donc elle dit, et pourtant le soir du gala de l'opéra, c'était elle qui m'avait parée comme une poupée, c'était elle qui se moquait des hommes, qui ne savait pas découvrir une femme, c'était elle qui m'avait dit que j'étais belle. Et pour moi, il y a vraiment ce côté-là ouais, chaud-froid, bien mal, chez Jenny qui montre en fait qu'elle est assez fragile, donc c'est ça, et elle a un côté, comme je disais, assez autoritaire avec Anne-Marie, donc en fait elle décide de tout pour Anne-Marie, et Anne-Marie se laisse faire parce qu'à ce moment-là du récit, Anne-Marie est assez effacée, ouais, elle se laisse porter, en fait elle est assez passive comme femme. Donc Anne-Marie demande à Jenny, tu dînes avec Lucien? Oui, dit Jenny, et avec toi. Je n'en revenais pas. Pourquoi tiens-tu brusquement à ce que je dîne avec vous? Je te dis que tu dînes avec moi. Donc en fait, elle lui laisse pas le choix. C'est tu dînes avec nous, point quoi. Et elle fait ça plusieurs fois. Elle fait ça quand Jenny, par exemple, parfois a envie de partir toute seule, de sortir ou de prendre un appartement qui ne soit pas l'appartement de Jenny, par exemple. Et en fait, à chaque fois que Anne-Marie essaye de prendre son indépendance, de faire des choses sans elle, Jenny, direct, paf, et elle revient à la charge, elle lui dit non, viens avec moi, non, reste habiter avec moi, alors que parfois Jenny, il lui arrive de disparaître, de pas du tout faire attention à Anne-Marie, etc. Alors je sais pas si elle est... Je pense qu'elle a quand même un petit côté manipulateur, mais elle a un petit côté aussi... Bon, je n'irai pas qualifier un trouble psychologique chez Jenny, mais je trouve qu'elle a quand même un petit côté bipolaire avec une phase de manie où elle est toujours dans le faste, toujours, toujours le grandiloquent, toujours viens, on va faire ça, etc. Et une phase plus de dépression où vraiment elle est au fond du trou, où elle a des caractéristiques autodestructrices. Enfin, je vais vous lire au niveau de la dépression. Et par exemple, elle dit connais-tu ces jours, dit Jenny, où on ne voit rien d'autre que des dos? Où qu'on aille, on marche à travers une haie de dos. Il n'est même pas sûr qu'il ait jamais existé des sourires, des regards. Il n'y a que des dos. Voilà. Et ça, c'est vraiment la dépression, comme si tout le monde lui tournait le dos, alors qu'en fait, autour d'elle, il y a énormément de gens qui l'aiment. Alors bien sûr, dans ces gens qui l'aiment, il y a des gens qui font semblant, il y a des hypocrites, il y a des opportunistes. Mais par exemple, Anne-Marie, elle aime Jenny vraiment de bout en bout. Et il y a d'autres personnes qui aiment Jenny. Sauf que Jenny, en fait, des fois, elle voit tout en noir, elle voit que des dos. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, dans le récit. Donc ensuite, donc on a Jenny qui cherche des lettres, et ça c'est pareil, c'est un petit peu de la dépression, et en fait je comprends assez ce sentiment, mais je vais vous dire. Donc elle dit, je cherche des vieilles lettres, des lettres d'amour, toutes fausses. Que c'en est drôle, tous les amants sont des faux monnayeurs. Un seul homme qui est tenu, il est mort, il n'en est pas mort. Il est simplement mort de sa belle mort. Et toi? Pourquoi exige-t-elle tant des autres? Si elle savait aimer d'un amour éternel, elle n'aurait pas eu tant d'amants. Tu as raison, dit Jenny doucement, si doucement qu'elle me fit peur. Et c'est bien le pire. Mais voir tout ça, elle montra les lettres, sans le feu de la rampe, les faux semblants sont trop faux. Comment a-t-on pu y croire un instant? Et en fait, c'est un petit peu le postulat, et j'avais ça aussi... à un moment quand j'allais vraiment mal, c'est que je commençais à observer les gens, les relations entre les gens, et me dire, mais en fait, c'est tout du flan. Parce qu'il suffirait juste de dire quelque chose de méchant, volontairement, mais de pas vrai, pour qu'une relation se brise, ou de faire quelque chose de méchant, mais en ayant l'intention de tester la relation pour que cette relation aussi se brise. Et en fait, le postulat de Jenny, c'est de dire que tout est faux. Parce que en gros, elle a des lettres qui peut-être à l'instant T étaient vraies, mais qui... à l'instant présent ne le sont plus. Et en fait, elle est en train de dire, mais en fait, personne n'aime personne, personne ne m'aime, et tout ça c'est faux, ces gens n'ont jamais eu de sentiments pour moi, c'est juste des gens qui profitent de moi, etc. Alors bien sûr, il doit y en avoir, mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont vraiment aimé à un instant T, et qui ensuite ne l'ont plus aimé. Et ça, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, et on peut pas toujours attendre aussi après une personne. Donc ça fait partie un petit peu de ce que je trouve qu'elle est, elle est vraiment en dépression, quoi. Puis après, il y a aussi tout ce qui est autodestruction.
Et notamment avec, je pense, en gros que Jenny, elle a un cancer. Et donc à un moment, elle dit à Anne-Marie, mets ta main ici, dit-elle. Elle prit ma main et le posa sur son sein gauche. Tate. J'avais dans la main un petit sein, ce qu'on peut imaginer au monde de plus doux, de plus tendre. Tu ne sens rien ici ? En effet, je sentais comme une glande, quelque chose de dur. Je ne vais pas voir le docteur parce que je ne veux pas avoir le cancer. Alors là, c'est typiquement de l'autodestruction. En gros, elle dit je vais pas voir le docteur parce que je veux pas avoir le cancer, sauf que c'est plus une enfant, donc on n'est pas dans tout ce qui est permanence des objets. Vous savez, les enfants, avant un certain âge, vous enlevez l'objet et c'est comme si l'objet n'existait plus. Mais là, on n'est pas là-dedans parce que elle sait que en gros, si elle va pas se faire soigner, elle se condamne, que si cette glande-là, c'est une glande cancéreuse, au final, le fait qu'elle n'agisse pas, qu'elle ne remédie pas à sa situation, ça va pas l'aider. Donc ça, c'est vraiment de l'autodestruction, je pense. Et Anne-Marie, là-dessus, elle fait du déni parce qu'après, elle oublie plus. Elle oublie cet épisode, en fait. Elle est vraiment dans le déni, quoi. Et en fait, c'est cette sorte de... On nous dit, elle enleva sa main et habilla son visage d'un sourire. En gros, c'est comme si elle disait à Anne-Marie, ok, je t'ai fait voir que j'étais malade, que j'allais mourir, mais écoute, c'est pas très grave, sourions et faisons comme si de rien n'était. Donc ça, c'est ça. Il y a ça qui me... Enfin, tout ça, ça me fait dire en fait que Jenny est quelqu'un de très fragile et de très sensible aussi, et que sous cette carapace de force, de Jenny Borghese, la légendaire Jenny Borghese, etc., il y a vraiment cette fragilité là. Et aussi dans sa recherche perpétuelle de l'amour que je trouve assez intéressante aussi. Et en fait, elle est toujours déçue, parce que les gens l'aiment jamais assez. Quand je pense qu'il a maintenant avec toi cet air qui m'aurait fait croire qu'il m'aimait vraiment, ce même air convaincant qui me convainc maintenant qu'il ne m'a jamais aimé. Mon amour inguérissable, c'est à toi qu'il fait maintenant une cour éperdue. À toi, mon ami, ma sœur, ma mère. Ah, Anne-Marie, est-ce que tu ne sais pas que ces amoureux dont on ne veut pas, ils vous sont nécessaires comme les 4 murs autour de vous, comme le toit au-dessus de la tête, comme le pain quotidien. Et ça, je pense qu'il y a aussi un côté de Jenny qui fait un petit peu la leçon à Anne-Marie pour l'empêcher, Anne-Marie, d'être heureuse. Elle dit, ah mais tu vois, avant, il était sur moi, tu vois, donc finalement, il disait qu'il m'aimait, mais il m'aimait pas, donc toi, il doit plus t'aimer, enfin, il doit pas t'aimer non plus. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est un peu gênant, je trouve, la relation Jenny et Anne-Marie. Et donc on a vraiment Jenny, pareil, au fond du trou, un amour malheureux, éclata brusquement Jenny. Voyez-moi ça. Et moi, est-ce que je n'ai pas un amour malheureux ? Est-ce que je me tue pour si peu ? Est-ce que je ne continue pas à vivre, à faire mon petit boulot comme tout le monde ? Regarde le fond de mon cœur, j'aime tout le monde. Et qu'est-ce que j'ai en échange ? La haine des femmes et le mauvais amour des hommes. Et le public infidèle qu'on gagne plus difficilement qu'on ne le perd. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, Jaco, quand cette petite fille, c'est à cause de lui qu'elle s'est jetée de sa fenêtre. Il a oublié de t'en parler. Si Jaco se tuait, et s'il m'abandonnait, ce ne serait qu'un traître de plus, un simple traître. C'est moi le monstre, mais qu'est-ce que vous tous, vous savez de l'amitié et de l'amour ? Alors là, c'est super intéressant ce qu'elle dit par rapport à s'il se tuait, c'est moi qui l'abandonnerais, ce serait lui le traître. Étant donné que, effectivement, spoiler, mais je pense que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que quelque part vous en foutez d'avoir un petit peu l'analyse de tout le roman. Parce que, spoiler alerte, Jenny finit par se suicider d'un coup de revolver dans la poitrine et sur son sein gauche, en fait, porteur éventuellement d'un cancer. Alors, bon, surtout qu'en plus, elle laisse un mot « Personne n'aime personne, je ne peux pas le supporter, Jenny Borghese ». Voilà. Donc c'est une sorte de puisque personne n'aime personne, je suis tellement mal que je me suicide. Et avant elle disait voilà, si cette personne m'abandonne, c'est elle la traîtresse. Enfin voilà, et je trouve ça assez particulier en fait. Comme façon de dire les choses, et ensuite pour qu'elle se suicide. Alors apparemment, j'avais lu un petit peu sur ce roman, et en fait Elsa Triolet était assez proche d'un poète. Et donc, en fait, il y aurait une sorte de transposition de ce poète dans la personne de Jenny, surtout que le poète, alors je sais plus exactement son nom, mais en fait, le poète se serait aussi suicidé d'une balle de revolver et aurait eu des rapports aussi un petit peu comme ça, chaud-froid avec elle, et donc elle serait plutôt Anne-Marie. Alors bien sûr, c'est pas du tout un roman autobiographique, etc., mais c'est quand même une œuvre de fiction, je pense, qui est basée sur quelques faits réels. Donc voilà, c'est pour ça que aussi, dans la deuxième partie du récit, on n'a plus de Jenny, parce que Jenny s'est suicidée en disant voilà, personne n'aime personne, je ne peux pas le supporter, et point, voilà. Mais après,
de mon analyse aussi, je pense que peut-être que Jenny était de toute façon condamnée, étant donné qu'elle avait probablement un cancer qu'elle n'a pas voulu faire soigner. Donc voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, cette philosophie-là de personne n'aime personne, c'est quelque chose qui va beaucoup hanter Anne-Marie dans la suite du récit. Et c'est aussi dans la suite du récit qu'on va changer vraiment, véritablement de ton, puisqu'on va parler de la résistance française pendant la guerre qui va être déclarée, etc. Et donc c'est complètement différent, parce que sur le début du roman, on a vraiment cette relation Jenny, Anne-Marie, la gloire, les insultes, l'amour, l'hypocrisie, etc., le mal-être. Et sur la deuxième partie, on a vraiment, on retrouve Anne-Marie plus tard, qui va d'abord séjourner à l'hôtel et ensuite qui va aller chez des religieuses et qui va commencer à entrer en résistance. Alors, j'ai pas encore regardé, il faudrait que je le fasse, au niveau de la vie d'Elsa Triolet, mais il me semble que Elsa Triolet a aussi été dans la résistance, donc je pense que voilà, elle doit bien connaître le milieu et que c'est pour ça que ses écrits sont assez intéressants à ce sujet. Donc Anne-Marie à l'hôtel, puis ensuite chez les religieuses. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, page 121, je vais vous la lire. sur les religieuses en question. Elles ressemblaient à des clochardes, et certainement pas par manque d'argent, simplement par avarice. L'avarice la plus sordide qu'il m'eût été donné de voir. Donc voilà, j'imagine ces religieuses-là qui ressemblent un peu à des clochardes par avarice, ce qui est pas très catholique, on va dire, mais bon, voilà. J'ai commencé à avoir des doutes sur vraiment le fait que ça allait partir dans la résistance, dans tout ce qui est en fait aide aux personnes juives, etc. à partir de la page 128, et j'étais assez déçue parce que je commençais à me douter et je pensais qu'il y allait avoir d'autres, qu'on allait nous révéler des choses ensuite, et pas du tout en fait, c'est complètement passé à la trappe. Mais en gros, on nous dit, parce que donc Anne-Marie habite chez les religieuses, mais il y a aussi l'abbé qui habite un petit peu plus loin. Et donc elle dit « Quand il pleuvait trop fort, je restais devant le feu, à lire et à tricoter, à me souvenir. Je n'allais pas très souvent chez l'abbé, il m'accueillait toujours avec bienveillance, mais j'avais l'impression que ma venue les dérangeait, lui et Martine. On me laissait attendre à la porte longuement avant d'ouvrir, et de la salle à manger, j'entendais des chuchotements dans la cuisine que l'abbé essayait de couvrir en parlant très fort. La mère supérieure s'était plainte devant moi d'être venue 2 fois sans trouver personne, et l'abbé insinua qu'il valait peut-être mieux qu'on le prévînt avant de venir. Je me demande comment, il n'y a pas de téléphone chez l'abbé. La mère supérieure riait de son gros rire et ne semblait pas surprise par ces nouvelles mœurs. Je restais de préférence chez moi. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, l'abbé, il cache des juifs dans sa cave ou quelque part, et c'est pour ça que, il parle fort pour couvrir le bruit, ou il n'est pas chez lui, ou ce genre de choses. Et c'est comme ça que ça a commencé à germer petit à petit dans mon esprit. Et je me suis dit, j'aurai la réponse plus tard. En fait, pas du tout. Donc voilà. Donc après, on suit Anne-Marie, et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Anne-Marie, elle plonge dans la résistance, mais de façon très naturelle et petit à petit. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que c'est pas une réelle volonté de sa part, mais c'est par voie de fait, comme ça, petit à petit, avec sa vie, elle va commencer à entrer en résistance. Et elle va commencer à entrer en résistance, d'abord en aidant des locataires de la pension des religieuses. Donc par exemple, au bout d'un moment, il y a une femme qui arrive avec son mari, et lui, il a de la fièvre, et elle dit... Donc au bout d'un moment, elle lui demande « Bon, est-ce que vous pouvez aller chercher le médecin ?» Et Anne-Marie, elle lui dit non. Et donc elle dit « J'ai eu très honte, j'allais lui proposer d'aller chercher le médecin, mais elle passa ses bras dans les manches du manteau et dit « Si vraiment vous pouviez rester avec lui, j'irai chercher le docteur. Il a déliré toute la nuit. » Et avec une phrase très poignante ensuite, « Les gens ne s'attendent pas à ce qu'on les aide. » Donc voilà, là je pense que c'est vraiment les premiers juifs qu'elle aide. Elle va ensuite veiller l'homme toute la nuit, etc. Et elle va petit à petit rentrer en résistance. Elle glisse vraiment petit à petit en fait. Donc on a plusieurs marqueurs de ce glissement-là dans la résistance, et notamment avec cette phrase, cette question qu'elle va poser, vous n'avez pas une planque ou une autre planque? Et après, il y a René, qui est donc l'homme qu'elle a sauvé, qui dit des planques dans votre bouche, madame, ça prend une saveur. Et en fait, voilà, et petit à petit, elle glisse là-dessus, elle va s'affirmer, et en gros, donc là, je vais vous reparler un petit peu de Jean-Jean, donc le frère de Jenny.
puisque en fait il a une importance dans l'intrigue, parce que Jean-Jean en fait en grandissant va commencer à collaborer avec les Allemands. Et il va obtenir une place très importante. Alors je sais plus s'il est préfet ou je ne sais plus quoi, mais en gros, voilà, il va vraiment obtenir une place importante, avoir beaucoup d'argent, parce qu'il collabore avec les Allemands. Et Jenny, Anne-Marie, pardon, au bout d'un moment va vraiment s'affirmer. Alors Jenny s'affirmait déjà avec son frère, elle avait des idées politiques complètement différentes, et plusieurs fois, ça arrivait qu'elle se dispute avec lui, lui demander de l'argent, etc. Elle lui disait non, nanana. Bon, finalement, elle finissait par l'aider. Mais ce que je veux dire, c'est que Jenny était toujours très... voilà, elle savait ce qu'elle pensait et elle n'avait pas peur de s'affirmer. Mais Anne-Marie n'était pas du tout comme ça. Et là, dans le récit, Anne-Marie, de plus en plus, elle commence à s'affirmer. Et donc, en parlant de Jean-Jean, elle dit « Qui vous parle de reconnaissance ? Moi, de la reconnaissance à Jean-Jean ? Aucune, monsieur, aucune. Je lui donnerai l'ordre de relâcher René, un point c'est tout. Et c'est lui qui me dira merci. » Donc voilà, en fait là elle commence vraiment, d'une femme effacée, elle commence à devenir vraiment une femme, voilà, elle commence à être sûre de son combat, à être sûre de ses idées, de ses convictions et à aller jusqu'au bout. Enfin, elle se fait même arrêter, elle arrive à sauver une vingtaine d'hommes au bout d'un moment, alors voilà, elle se met en organisation, elle se fait même blesser, enfin elle finit dans une cabane, je vais vous lire un petit peu le passage. Elle est blessée, elle a réussi à se traîner dans une cabane et donc elle dit c'est le bon Dieu qui fit qu'une poule affolée pondit un œuf presque dans ma main, encore une nuit. À ceci était un autre genre de Hosseler. Je ne voulais pas mourir ici, non, pas mourir ici. Je me le répétais, j'essayais d'obtenir de moi que je ne meure pas ici, chez ces monstres. Donc voilà, et après elle dit mais si personne n'aime personne, comment allons-nous chasser de chez nous l'envahisseur? Donc il faut savoir aussi que Anne-Marie parfois elle a des moments un petit peu de dépression, de déprime, parce que bon là elle est blessée, elle sait pas si elle va survivre, il y a les paroles de Jenny, personne n'aime personne, qui tournent en boucle dans sa tête, et elle se dit mais si personne n'aime personne, s'il peut pas y avoir de soutien, si les gens sont juste opportunistes, individualistes, si ils disent amen à l'envahisseur, bah en fait on va jamais chasser les Allemands parce que en fait ils vont tout prendre. Donc c'est ça, et c'est assez intéressant comme ça. Après, ce que j'ai bien aimé, alors bon, bien sûr Jenny va résister, Anne-Marie, pardon, j'arrête de dire Jenny, Anne-Marie va résister jusqu'à la fin de la guerre. Et ce que j'aime bien aussi dans le livre d'Elsa Triolet, c'est qu'il montre des états de la résistance, justement, de la guerre et de l'organisation aussi. Alors, j'ai la page 162. Dans la vie illégale, avec ses fréquents déplacements, un grand rôle était tenu par ce que j'appelais les receleurs. C'étaient des gens, si en dehors de tout travail, si au-dessus de tout soupçon pour les policiers français et allemands, pour les polices françaises et allemandes, qu'ils pouvaient abriter ceux de la résistance. On était bien obligé d'en passer par les receleurs. Habiter dans le milieu même de la résistance était dangereux pour receleurs et recelés. Parmi les receleurs, il y avait des bénévoles qui prenaient les risques comme un devoir. Il y avait des ignorants, pour la plupart des logeurs payés qui ne se doutaient pas de la dynamite qu'ils hébergeaient. Donc les gens qui hébergeaient des juifs sans savoir qu'ils étaient juifs et ils se faisaient juste payer. Et voilà. Je n'aimais pas ça. C'était pénible de trahir la confiance des gens, même pour une bonne cause. Il y en avait de bien braves, plein de gentillesse pour une femme seule, séparée de sa famille, de ses enfants. Je tremblais de leur apporter des ennuis par une imprudence, la présence d'un tract, d'une arme, ou qu'on l'on vint simplement m'arrêter chez eux. Je ne vivais plus et fichais le camp à la première occasion. Puis il y a ceux à qui on forçait la main. Quand on ne pouvait pas faire autrement, que l'hôtel était défendu, que dans toute la ville il n'y avait pas un lit ou simplement une chaise pour passer la nuit, que le couvre-feu était sans merci et les salles d'attente des gardes d'un danger mortel, eh bien on allait où l'on pouvait, que cela plût aux gens ou pas. Tant pis si on vous faisait grise mine, si on vous disait « par le temps qui court, on n'a pas de drap à vous donner, la bonne n'est pas très sûre, et il n'y a pas le moindre grain d'orge pour vous faire une tasse de café le matin. » Et vous seriez bien gentil de ne pas allumer l'électricité, car la dernière amende a été très forte. Et cette fois-ci, on va peut-être nous couper le courant. Et surtout, ne vous avisez pas de revenir. Nous attendons de la famille et on n'aurait pas où vous coucher. Ce genre de receleurs n'était pas rare. Pas des traîtres, mais des égoïstes ou des lâches, ou même les deux ensemble. Oui, me disais-je, claquant des dents sur le divan de ces receleurs inhospitaliers, Jenny avait peut-être raison, personne n'aime personne. Mais si jamais c'était vrai, comment allions-nous nous débarrasser des Allemands? Donc voilà. Et donc là, elle est vraiment dans une phase de désespoir où il y a des gens qui sont juste égoïstes, veulent pas héberger des gens, pensent à eux. Et en fait, elle se dit, mais personne n'aime personne. Alors que bon, il y a des gens qui sont très bien, qui hébergent d'autres gens, qui prennent des risques, vraiment. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a ça, il y a aussi la dépendance à la bonne volonté des gens que j'ai trouvé très intéressant.
Oui, un des grands inconvénients de ces années terribles était cette dépendance qu'on avait de la bonne volonté des gens. C'était déjà suffisamment fatigant de ne pas être chez soi, de ne jamais pouvoir se laisser aller, de ne jamais pouvoir pleurer ou rire, se lever ou dormir, faire marcher la radio, manger, comme et quand cela vous chantait, avoir toujours à tenir compte des gens autour de soi. Ce n'est déjà pas drôle de vivre dans la crainte perpétuelle de gêner ceux qui ont la gentillesse de vous héberger, mais quand cette crainte devient certitude, elle vous enlève toute tranquillité d'âme. Donc voilà, c'était vraiment des années terribles. Donc c'est intéressant en fait comme livre pour montrer un petit peu ce climat de résistance, le fait d'être logé chez des gens, le fait d'amener des gens, des juifs chez ces gens-là et de risquer soi-même d'être arrêté, mais de risquer aussi que ces gens-là soient arrêtés, que tout le monde soit arrêté globalement, alors que ces personnes voulaient juste aider de base. Et c'est vraiment un climat, je pense, très inquiétant en fait. Alors... Ah oui, bon alors là on est à la fin de la guerre. Je vous lirai des passages que j'aime bien aussi, qui sont assez drôles, enfin un passage drôle et un passage sur les mers que j'ai trouvé génial, mais je vais d'abord vous lire un petit peu sur la fin de la guerre parce que je trouve ça assez intéressant. Donc là, la guerre est terminée et donc on a Anne-Marie qui parle. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit des survivants. Je vois l'amitié qui se retire de moi comme la mer. Moi qui avais tant d'amis encore hier, puisqu'en ces temps-là, on avançait si vite dans l'amitié qu'en 10 jours on faisait le chemin qu'en temps ordinaire on ferait en 10 ans. Mais voilà que tout est revenu à sa place et je ne sais plus ce que je dois croire et quel est l'aspect véritable des choses. Les amis changent de visage. On dirait que pendant 4 ans, on les voyait en gros, comme des schémas, et voilà que je m'aperçois des détails. Et puis, c'est comme à la sortie de pension ou de régiment. Une fois relâché dans la vie libre, on est repris par son milieu, ses attaches familiales, ses intérêts provisoirement abandonnés, ses idées, sa situation sociale, son pouvoir d'achat. On a beau avoir été ensemble dans les tranchées, avoir en commun des souvenirs bouleversants, atroces, drôles et bon enfant, on reprend sa place d'avant-guerre. La guerre n'était qu'une parenthèse. Nous sommes déjà les anciens combattants. Donc ça c'est intéressant et je trouve que ça vaut aussi pour d'autres choses et moins terribles. Mais par exemple, en période de Covid, les gens étaient tous chez eux, on était complètement ébahis de voir que certains animaux revenaient dans les villes, qu'il y avait un silence, qu'il n'y avait plus de voitures, que la vie était vraiment meilleure en termes de qualité de vie, de bruit, en termes de tout ça. Bon, alors bien sûr, il y a des gens qui ont déprimé chez eux tout seuls, etc. Mais il y a eu quand même... J'ai la lumière du soleil là, ouh. Et en fait, à la sortie du Covid, tout ça s'est arrêté. Les bonnes résolutions qu'on a pu prendre pendant la période de Covid, pendant qu'on était en confinement, et en fait, elles se sont envolées. Le fait de se dire, mais c'est bien, en fait, on n'a pas besoin d'être en croissance de croissance permanente, on n'a pas besoin de ci, de ça, on peut vivre un peu plus tranquillement et simplement. En fait, tout ça, ça s'est envolé. Tout le monde a repris sa place, tout le monde est retourné au travail et tout le monde a repris sa petite vie comme ça. Et puis voilà. Et là, en fait, c'est un petit peu comme ça. C'est que les gens étaient amis parce qu'ils étaient dans un groupe, ils avaient le même objectif. C'était un petit peu obligatoire, c'était une question de survie. Et en fait, ils ont juste voulu passer à autre chose, voulu faire comme si ça n'avait pas existé, etc. Et d'ailleurs, ça c'est assez intéressant. Puisque d'ailleurs le livre a une... quand il est sorti, ça n'a pas très bien marché visiblement vis-à-vis... Enfin, je l'ai lu dans la préface, mais ça m'étonne pas trop. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai entendu en fait le témoignage d'une rescapée d'Auschwitz, et en fait elle disait, mais nous quand on est sortis d'Auschwitz, personne ne voulait nous entendre. Personne ne voulait savoir l'horreur qu'on avait vécue, personne ne voulait entendre notre parole, parce qu'en fait les gens, ils voulaient juste passer à autre chose. Rester dans le déni, se dire non c'est pas passé, maintenant on retourne à notre vie d'avant, on n'y pense plus en fait. Les gens voulaient enterrer ça et je pense qu'il y a eu une sorte de déni, de quelque chose qui en fait faisait que les gens avaient juste envie de retrouver leur vie d'avant comme si ça avait été juste une parenthèse, comme si ça avait jamais existé. Et je pense que ce passage là il est vraiment intéressant. Et concernant la guerre, j'imagine qu'il a fallu un temps pour pouvoir vraiment en parler et admettre ce qui s'était passé et pouvoir entendre les gens qui avaient vécu ça, les atrocités qui ont été vécues. Enfin, il a fallu un temps avant que ce soit acceptable et accepté par les survivants, par ceux qui avaient vécu tout ça, par ceux aussi qui ont coopéré et collaboré, que ce soit de façon active ou juste en détournant le regard ou ce genre de choses. Et la fin du livre traite pas mal de ça, donc c'est intéressant. Et donc là, pour terminer avec Jean-Jean, donc le frère de Jenny, sa femme vient voir Anne-Marie et lui dit « condamné à mort, ils l'ont condamné à mort ». Ah, donc Anne-Marie reprend la narration.
je n'ai pu que la relever, l'asseoir, lui donner un verre d'eau. Mon désespoir était aussi grand que le sien, pas pour les mêmes raisons, pour des raisons contraires. Ils l'ont condamnée à mort. Qui ça? Ils. Pour Edwige, pour la femme de Jean-Jean, ils, c'était ce qui pour moi est nous. Je ne peux rien pour elle. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est que je pense que, je suis assez sûre que la période de la guerre a complètement divisé la France entre les gens qui ont collaboré avec les Allemands et les autres, et que sortir de la France, enfin de la guerre, quand tout le monde s'est retrouvé ensemble, en fait le il des uns c'était le nous des autres, et ça a dû être vraiment, vraiment terrible. Et donc elle dit, en mon âme et conscience, je devrais lui dire, ils ont raison. Qu'est-ce qu'elle a à venir me torturer? Je me fiche de Jean-Jean. L'indulgence élargit le cercle de nos relations. Et donc en fait pour dire qu'en gros, après-guerre, les gens ont essayé d'être indulgents les uns avec les autres, et que pour essayer de garder une sorte de cercle de relations. Et elle dit, ça serait si reposant de ne plus avoir à haïr. Jenny avait donné à Jean-Jean les 100 000 francs qu'il lui avait demandé. C'est tout de même mon petit frère. Qu'aurait fait Jenny? Heureusement que ça ne dépend pas de moi. Et donc voilà, et on a la fin qui est assez poignante. Et franchement, Elsa Triolet sur ses fins de roman, mais... Donc elle dit, les cœurs sont rentrés dans leur carapace, mes mains tâtonnent dans le vide sans rencontrer une main amie. Aimons-nous les uns les autres. Mais puisqu'on s'est aimé en face de l'ennemi, c'est donc que c'est possible de s'aimer. Faut-il vraiment qu'on s'aime contre quelque chose? Ne pourrait-on pas s'aimer pour? Et donc elle dit, je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu aussi peur. Donc voilà, ça c'est la fin du roman. Alors je voulais juste revenir sur deux petites citations, parce que c'est des citations qui m'ont fait... Enfin, une qui m'a fait rire et l'autre que j'ai trouvée assez belle. Alors, une citation, c'est... alors je sais plus exactement qui c'est, mais c'est une connaissance de Jenny et d'Anne-Marie qui va chercher Anne-Marie chez les religieuses. Et donc, il arrive devant Anne-Marie et en fait, il y a vraiment énormément de bruit. Enfin, on entend les religieuses qui piaillent, qui crient, qui sont outrées. Et donc, il arrive devant Anne-Marie, il fait « Madame, c'est affreux », finit par dire celui qui s'appelait Alvarez, « c'est de ma faute. Nous sommes venus voir René. Il nous a dit « Si je ne suis pas là, adressez-vous au deuxième, la porte de droite, chez une dame qui s'appelle Anne-Marie. » Je ne me suis vraiment pas douté que c'était vous. Nous sommes tombés tout droit sur les folles. Donc les folles, c'est les religieuses. Alors, comme René nous a dit que c'était des femmes terribles, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je leur ai demandé si c'était bien là le bordel. Et donc en fait, c'est pour ça que les religieuses, elles sont comme ça. C'est rigolo. Et donc ensuite, le dernier passage que j'aimerais vous lire, c'est sur les mères. Donc on a Anne-Marie qui parle avec une mère, et donc elle dit « Je n'ai pas osé lui demander où était son fils, prisonnier probablement. Je voyais sa peau grise, les rides autour de la bouche, la robe de laine noire, une petite montre couverte de diamants épinglés sur sa poitrine à gauche. Ma mère portait sa montre de la même façon. Et il passa dans les yeux de Madame de Fontenoy ce que j'avais déjà vu dans les yeux de ma mère, qu'ont toutes les mères, cette attention intense, inquiète, chercheuse, qui est là depuis le temps qu'elles avaient affaire à un morceau de viande qui ne pouvait s'expliquer et dont il fallait tout deviner. Les grands enfants peuvent s'expliquer, mais ils ne le veulent pas, et leur vie est encore plus mystérieuse que celle des nouveau-nés. Et si on ne perce pas leur mystère, comment faire pour prévenir les malheurs qui les menacent toujours? Les mères ont cette illusion de savoir ce que c'est qu'un malheur et de pouvoir le prévenir. Donc voilà, c'est un passage que j'ai trouvé vraiment joli. Et je pense que ça peut aussi faire écho à peut-être ce que Anne-Marie ressentait pour Jenny quand elle la voyait malheureuse. Donc voilà. Alors je sais pas combien de temps fait cette vidéo, voilà, 42 minutes. Donc j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était assez audible, que voilà, parce que j'ai un petit peu préparé, j'ai pris des notes, mais c'est vrai que il y avait tellement de choses à dire que je trouvais très intéressantes que je me suis encore une fois étalée. Et donc je lirai prochainement Les Fantômes Armés de Elsa Triolet, qui est la suite, et je vais vous lire la 4e de couverture pour celles et ceux qui auraient envie de lire aussi ce livre-là. Donc Anne-Marie revient dans le Paris d'après-guerre, dans lequel il n'y a plus rien, personne. Elle est seule et désarmée par ses fantômes qui rôdent et qui témoignent de ce que la guerre n'est toujours pas finie. Séparée de sa famille restée aux îles et qui lui est devenue étrangère, elle tente de se reconstruire une vie, reprend ses fréquentations d'avant-guerre, retrouve ceux qui ont partagé sa clandestinité, apprend la photographie, tente un amant. Peu à peu, lentement, l'espoir renaît. Donc voilà, et ça, c'est paru en 1946. Et étant donné que Elsa Triolet a vécu la guerre, je trouve que ses livres sont vraiment très très bons sur ce sujet. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas lu Elsa Triolet encore, eh bien je vous invite à le faire. Voilà, donc après cette longue vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à participer à mon petit concours pour les 300 abonnés. Alors je vous mettrai la vidéo
en barre d'infos, c'est jusqu'au 31 août 2022, pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans 5 ans. Donc voilà, je vais tirer au sort quelqu'un pour gagner un livre, voilà, donc c'est ça. Donc sur ce, eh bien, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!